Le Portugal est le plus occidental des pays d'Europe. Baigné par l'océan Atlantique au sud et à l'ouest, il fait frontière avec l'Espagne au nord et à l'est. Avec une population d'environ 10 millions d'habitants sur une superficie de 90 000 km², il possède un périmètre de 2048 km, dont 848 de littoral. De par son climat à tendance méditerranéenne sur presque tout le territoire, ses paysages et ses caractéristiques humaines, le Portugal offre des conditions idéales pour le tourisme. Au XVe et XVIe siècle, le Portugal a vécu les siècles d'or des découvertes maritimes, dont la principale figure, l'infant Dom Henrique, personnalité charismatique et mondialement connue. C'est au XVIe siècle que l'histoire de la patrie est racontée sous forme de poèmes épiques, les Lusíadas, exaltant la découverte de la route maritime des Indes par Vasco de Gama, leur auteur Luís de Camões. Ces villages et ces villes offrent un panorama urbain où l'on remarque l'architecture militaire et religieuse et ses palais. Autour d'un château fort ou d'une église se sont développés les principaux centres urbains dont l'évolution a obéi aux divers paramètres de la modernité. De fertiles traditions ethnographiques, on a su respecter leur préservation, et les fêtes religieuses du Nord, ou encore les festivités vouées aux saints patrons dans le centre et le sud, sont des références obligatoires. Pays de héros, de guerriers, de poètes et d'écrivains, le Portugal a été gouverné par une monarchie jusqu'en 1910, puis jusqu'à nos jours par le régime républicain. Guimarães. C'est dans cette ville que naquit le royaume du Portugal. Son premier roi, Dom Afonso Henriques, a signé son indépendance avec le roi Léon à Zamora en 1143. Le château de Guimarães, muraille défensive, date du XIIe siècle. Il est le premier palais des rois du Portugal. Il est aujourd'hui le symbole de toute une époque, mirador privilégié. Partiellement restauré, il garde sa structure architectonique, ses chemins de ronde et son donjon. Au pied du château, le palais des ducs de Bragance. Au loin, les maisons plantées dans la montagne offrent tout l'enchantement du nord. Verdure et urbanisation diffuse. La chapelle de Saint-Miguel est de style roman. Le palais des ducs de Bragance a été construit au XVe siècle. Il est le plus noble des palais portugais. D'apparence fortifiée, il est dominé par le style ogival. Le paysage de la ville, caractéristique de la région du Minho, encadré par la montagne, nous offre l'éblouissement du nord dans ses tonalités de vert et garde jalousement ses monuments, son château et son palais des ducs de Bragance. Sur les hauteurs, la chapelle de Notre-Dame de Pena protège la ville. En contrebas, les jardins et l'église dos Santos Passos. La vie champêtre défile dans la ville. Les jeunes filles portant des habits typiques, l'or abonde autour de leur cou. Il y a des fleurs et de la musique. Les rues sont toutes ornées. Le défilé de fête remplit la ville de son cortège ethnographique.
près de Guimarães, vienne do Castelo. Elle a reçu ses premières lois douanières, sa charte au XIIIe siècle, concédée par Dom Afonso III. La colline la plus élevée, Sainte Luzia, est couronnée par un temple catholique. Port de pêche, la ville a développé l'activité maritime menée à bien par des embarcations qui se reposent de leur labeur, près de la ville, se reflétant dans les eaux survolées par les mouettes. Son urbanisme, dans son centre historique entre les terrasses de café, se caractérise par les plus anciennes maisons. On remarque particulièrement la Misericordia et l'ancien hôtel de ville. Ceux-ci datent de la fin du XVe siècle et leur style est ogival. La Misericordia est une admirable construction du XVIIIe siècle avec ses vérandas tout à fait singulières. Barcelos, localité remarquable. De son urbanisme, on distingue la chapelle du Senhor da Cruz. Il y a une relation entre la ville et le fameux coq coloré, connu dans le monde entier, archétype d'une relation légendaire et d'une poterie ancestrale. La verdure prolifère dans la ville, avec sa borne fontaine datant du XVIIIe siècle. Du même siècle, la chapelle octogonale, œuvre de João Antunes, d'une énorme richesse architectonique et décorative, la chapelle du Senhor da Cruz. Le pilori du XVe siècle s'élève sur une terrasse fleurie, située près du palais dos Pinheiros, construit au même siècle. Le palais des ducs de Bragance, dont il reste des vestiges, a été offert à la ville par le roi Dom Carlos et converti en musée archéologique. Il présente des bases de colonnes, des chapiteaux et des arcs, pièces archéologiques du palais et de la région. Les grosses caisses résonnent dans le cortège. Ce sont les épreiras. Défilé des composantes d'un groupe ethnographique. Les mariés sont à l'honneur. Les traditions de la région sont représentées, en particulier la fileuse, la bobineuse, étape de la confection des tissus en lin. Le groupe folklorique exhibe ses danses, pas rythmées par la musique et les castagnettes. Un métier à tisser artisanal et sa tisserande portant des vêtements médiévaux nous permet de situer cet art dans le temps. Un autre art ancestral, la poterie. Des mains habiles moulent l'objet sur le tour. Expertise et émerveillement dans la confection d'ustensiles ou de pièces décoratives. C'est le mythe de la céramique et la présence de l'art régional. Les rues sont joliment décorées et la foire de l'artisanat se déroule dans la plus grande splendeur lors de la première semaine de mai. Il y a des tapis de fleurs à l'intérieur de la chapelle du Senhor da Cruz. Une procession parcourt les principales rues dans un acte public de foi qui s'est maintenu à travers les siècles depuis 1504. Brancards, étendards, lanternes d'argent, c'est la fête des croix. De nos jours, l'ensemble nocturne est devenu féerique, avec ses faisceaux électriques éclairant dignement la chapelle du Senhor da Cruz
et l'enchantement du feu d'artifice. Braga. Appelée Bracra Augusta du temps des Romains, la ville est occupée par les Arabes et reconquise par les chrétiens au XIe siècle. Métropole ecclésiastique, ses habitants perpétuent la foi religieuse. Un monument significatif commémore la visite du pape Jean-Paul II de par son titre Tutus Tuus. La cathédrale est le temple le plus ancien et aussi le siège épiscopal le plus ancien du pays. Ses fondateurs, Dona Teresa et Dom Henrique, parents du premier roi du Portugal. Le cimetière pour la noblesse est construit à partir de 1500. Ses voûtes de nervures possèdent des pièces d'armure représentant l'iconologie du roi Dom Manuel. L'abside possède des fenêtres ogivales, d'insolites gargouilles et le fameux couronnement dentelé de flèches flamboyantes, œuvre de João de Castilho. De tous les sanctuaires qui se trouvent aux alentours de Braga, on distingue le Sameiro, construit au XIXe siècle en hommage à l'Immaculée Conception. Le sanctuaire du Bon Jesus offre une vue admirable sur la ville. Il date du XVIIIe siècle. Accessible par funiculaire, il possède un monumental escalier. Entouré de chapelles du chemin de croix et d'une végétation dense et riche, le panorama de l'escalier au-dessus duquel se dresse le temple est une carte postale de valeur architectonique. Le temple du Bon Jesus, avec sa magnificence de style baroque, se dresse sur des jardins et une monumentale statuaire. Chaves. La ville doit son importance à l'époque romaine, au 1er siècle après Jésus-Christ. Aqua Flavia, ainsi l'appelaient les hommes au temps de l'Empire romain. Entourée de murailles, la ville possède une chapelle baroque de valeur incontestable. Le château, n'ayant plus sa fonction défensive, est devenu un lieu agréable, dominé par son donjon qui a été transformé en musée militaire. La ville conserve son pont romain qui traverse la rivière Tamga. Dédié à Vespasien, les documents du Mont-Signé et les bornes de voirie en sont témoins. L'importance de la ville est essentiellement due aux stations thermales dont les eaux jaillissent en son sein. Ouverte tous les jours à la population, étant un établissement thermal construit à cet effet, il offre des conditions salutaires pour la thérapie des rhumatismes, des diabètes, de l'hypertension et des maladies de l'appareil digestif. Ces eaux sont considérées les plus chaudes d'Europe, vu que leur température atteint les 73 degrés Celsius. Bragança. À l'extrême nord-est du Portugal, en plein cœur de la montagne, se situe Bragança. C'est une ville entourée de murailles, sur un plateau à 700 mètres d'altitude. Dans son centre historique, elle étale orgueilleusement le plus ancien hôtel de ville, le Domus Municipalis, datant de l'époque romane du XIIIe siècle. Son château fort date également du XIIe siècle. La caractéristique de ses murailles, ce sont les créneaux. Mais la plus insolite architecture est son pilori, à la base duquel on peut remarquer un berrão, ou gueuleuse, la truie de la ville, dont le lien remonte au culte préhistorique du porc. Vila-Real. Cette ville, protégée par Dondinige dès le XIIIe siècle, est orgueilleuse de son édifice de la mairie, construit au XIXe siècle par le premier comte de Amarante. La maison où naquit Diogucan, navigateur ayant découvert l'Angola, a été restaurée et est dûment identifiée.
La cathédrale occupe l'ancienne église du couvent de São Domingos. C'est un exemple d'architecture gothique. Dans un jardin public, la statue de Carvalho Araújo rend hommage à ce héros de la marine portugaise. La deuxième ville du pays, Porto. Baignée par le Douro, qui la sépare de Villeneuve de Gaia, centre des fameuses caves du vin de Porto. Le pont Dom Luís établit la liaison entre les deux localités. Dans la ville, beaucoup d'églises sont de style baroque, revêtues à l'extérieur d'azulejos. Les églises du Carme et des Carmélites en sont des exemples. La thématique des azulejos est un livre ouvert, de lecture facile, pour la compréhension de faits historiques nationaux et d'événements auréolés de surnaturel. Les azulejos, encadrés de granit des portails de fenêtres, est un heureux mariage. La Tour des Clérigos est un remarquable édifice du XVIIIe siècle, architecturé par Nasoni. Le frontispice en étage s'élève à 75 mètres de hauteur. En inscription, les symboles du Christ et de Notre-Dame. Au fond de Avenida dos Aliados, l'hôtel de ville, architecture de notre siècle, rappelant l'âge d'or. L'avenue présente un ensemble architectonique de grand intérêt, où les sculptures et les ornements prolifèrent en images symboliques, ennoblissant des façades monumentales. Dans la haie centrale, une fontaine rafraîchit l'atmosphère, étalant la sculpture de A Menina Nua. La gare ferroviaire de São Bento est intérieurement décorée par les plus beaux panneaux d'azulejos du XXe siècle, œuvre de l'artiste Jorge Colasso, représentant des événements historiques en relation avec les héros de la ville. L'enfant Dom Henrique est né à Porto, ou encore des scènes de la vie champêtre, le fameux vin de Porto. Le pilori, sur la place de la cathédrale, est une reviviscence du XVIIIe siècle. Une tour médiévale de la muraille est une touche médiévale sur cette place. Le cimetière pour la noblesse est une œuvre de Nasoni. Ces cloîtres somptueux révèlent le prestige de notre architecture gothique. Voûtes nervurées et lucarnes dominées par l'arc cassé. Mais Porto doit son importance au fleuve Douro. Des bateaux typiques s'y reposent, ce sont les rebelos, qui autrefois transportaient le vin de Porto. Le long des quais, les immeubles forment un ensemble architectural admirable. La ville de Porto vibre avec les fêtes de la Saint-Jean. Toute la population est dans la rue pour s'amuser. Le poireau a été remplacé par des marteaux en plastique. L'agglomérat urbain vit en cascade sur la place de l'hôtel de ville, délicatement illuminé. On représente les édifices les plus remarquables et la présence du phénomène religieux. Il y a une animation constante, musique et danse. C'est la plus longue et la plus amusante des nuits de Porto.
Des groupes musicaux aident à l'animation. Tout le monde s'amuse et la nuit ne prend fin qu'à l'aurore. Voyage en bateau à Régua. Le voyage sur le Douro est une des promenades les plus amusantes du nord du pays. On embarque à Porto et on regarde les ponts. Tout touriste souhaite faire l'expérience de cet agréable et beau voyage. Des bateaux de plaisance nous offrent cette poétique traversée sur le Douro jusqu'à Régua. Les ponts Dom Luís et Dona Maria, architecture de fer, sont les plus remarquables. Les autres datent de notre époque et sont construits en béton. Les heures à bord se passent sous le signe de la confraternisation. Tout le monde apprécie l'ingénierie complexe du système qui domine la masse liquide du fleuve. C'est la technique perfectionniste voulant régner et modifier la nature elle-même. Des systèmes de digues et d'écluses permettent la création d'un débit d'eau permanent, de manière à ce que le voyage s'effectue en douceur, en toute sécurité. Une digue s'ouvre et se ferme ainsi qu'un livre. On devine la sensation de la montée par la force impulsive des eaux accumulées. C'est le barrage de Criștum, le Vert. Alors que les adultes sont tout enthousiasmés par l'ingénieux système des écluses, les enfants, étrangers au patrimoine construit ou naturel, à la beauté de l'eau, dorment, parce qu'elles ont déjà endormi leurs poupées. C'est l'arrivée au barrage de Carrapetello, où, encore une écluse permet de vaincre un dénivellement de la rivière de plus de 35 mètres. Les passagers s'amusent. Il y a de l'animation. Le porto est offert accompagné de petits salés. Le précieux nectar, le vin le plus apprécié à l'étranger, l'être de noblesse du pays, est savouré là où il est produit. Un repas est servi à bord. On écoute de la musique, le son de l'accordéon, et il n'est pas rare que les passagers accompagnent les chansons en vogue. Vaincus les dénivellements de l'eau,
Libérés des énormes masses de béton qui ont donné origine aux lacs artificiels, les passagers s'émerveillent devant les tonalités de vert de la végétation des berges. Rego nous offre l'enchantement d'une végétation luxuriante où l'on peut encore voir les bateaux typiques, les rebelos, qui nous rappellent les travaux exigés par le transport du Porto. Lamego nous offre une vue idéale sur le Santuário dos Remédios, dont les escaliers descendent jusqu'à la ville. L'église de style rocaille a remplacé la ermide de Saint-Istevão et le temple du XIIIe siècle dédié à Senhora dos Remédios. En ville, l'édifice du théâtre Ribeiro da Conceição est d'architecture romantique. Il côtoie la place où s'est implanté le palais épiscopal, converti en musée et inauguré en 1917. La cathédrale, d'origine proto-romane, a été remaniée du temps de Dom Manuel avec une décoration manuéline et des paramètres de gothique flamboyant. L'intérieur, remanié vers la fin du XVIIe siècle, possède un plafond peint par Nasoni. Lamego est très réputé par ses jambons, ses saucissons et sa gastronomie. Aveiro. À l'embouchure de la rivière Vogue, la ville de Aveiro maintient la tradition des barques aux proues peintes de motifs rustiques, dont les couleurs voyantes égayent l'ambiance. Ce sont les hommes, les moliceiros, qui recueillent les sargasses utilisés comme engrais. L'embouchure, aux eaux calmes, sous le contrôle de la capitainerie maritime, est un excellent motif touristique. À Aveiro, on peut trouver les plus beaux édifices de l'art nouveau du pays, construits au bord de la rivière, exhibant tout l'art décoratif de cette époque, dans un ensemble admirable et digne d'être apprécié. Ces autres édifices possèdent des façades revêtues de azulejos. Port de pêche jusqu'au XVIe siècle, la ville préserve l'industrie du sel et les marais salants, perspectives blanches et rectilignes qui enchantent notre regard. Viseu. Remarquable par son parc luxuriant de verdure et d'eau, la ville est née sur un plateau. Le roi Dom Duarte, XIVe siècle, est né dans le palais royal près de la cathédrale. Murailles et maisons ecclésiastiques. La cathédrale et le palais épiscopal, aujourd'hui musée. Sur la muraille, une des portes les plus remarquables, et sur la place de la mairie, le peintre local Joaquim Lopes a dessiné sur des azulejos la vie rustique de la région. Viriato, berger des monts Irminius, a son monument, une statue devant sa cove, vaste retranchement défensif des temps proto-nationaux. L'artisanat de Viseu se compose d'objets de fer et en fer blanc. Guarda, né de la volonté formelle du roi Dom Sancho Ier en 1199. La cathédrale est un édifice imposant en granit, commencé en 1390 par Don Juan Ier. Le portail nord, avec des chapiteaux stylisant des végétaux, est surmonté par une élégante fenêtre manuéline. L'abside présente des caractéristiques propres au style gothique, et tout l'édifice possède un couronnement d'art manuelin. À Guarda, toute l'ancienne architecture possède la noblesse du granit en correspondance avec les murailles. Une des portes servait d'entrée à la population juive. Elle est la plus remarquable du pays. Coimbra. Située au centre du pays, elle est baignée par la plus grande rivière portugaise, le Mondego. Dans la partie basse de la ville, la statue de Joaquim Antônio de Aguiar, près de la Avenida Marginal. L'église de Santiago montre le caractère robuste et fort des églises romanes. Le portail principal est composé de 4 arcs aux courbures parfaites. La porte de Almedine remonte au temps des Arabes et nous conduit à la partie haute de la ville. La cathédrale est le plus beau monument portugais de style roman. L'accès par les escaliers est ennobli par le portail surmonté par une fenêtre illuminante avec la même structure architectonique. Le noyau le plus important de Coimbra est l'université avec sa tour appelée Cabra, la chèvre.
La façade du XVIIIe siècle, la Via Latina, exécutée sous les ordres de Don Juan V, y figure l'iconographie du roi parmi les vertus. La Porta Ferrea, construite au XVIIIe siècle, possède une statue du fondateur des études générales, Don Dinis. L'aqueduc de San Sébastien. On peut y voir un événement qui est en relation avec l'esprit de la jeunesse étudiante, qui se fait sentir, nommément le Penedo de Saúde, le rocher des regrets. Colline rafraîchissante, transformée en jardin où l'on trouve gravés des poèmes d'amour et de regret. Coimbra. Villa romaine par excellence, c'est le centre privilégié de l'esthétique impériale. Ses rues, ses habitations et son art décoratif de mosaïque révèlent la pompe d'une époque, la grandeur et le raffinement de la vie des nobles patriciens d'autrefois. Castelo Branco est un agglomérat urbain qui précède les Romains et qui a reçu lors de la christianisation du royaume sa charte des mains des Templiers, auquel on doit la construction du château. L'évêché, siégé dans l'église de San Miguel, remanié au XVIIe et au XVIIIe siècle avec des caractéristiques de fin Renaissance. Près de l'une des entrées de la ville, la grande croix de pierre de Saint-Jouan, bel exemplaire du XVIIe siècle. Les évêques de Castelo Branco ont, alors, habité la résidence d'été des évêques de Guarda. L'édifice et les jardins ont été réaménagés. Ceci reflète le goût du premier et du deuxième évêque de la ville. Les azulejos prolifèrent et les lacs se combinent avec les buis taillés et les statues. Les escaliers viennent à bout des divers niveaux du sol. On remarque particulièrement l'escalier des rois du Portugal, par la représentation en sculpture de nos souverains. Entre autres statues symboliques sont représentés les signes du zodiaque. Leiria, ville de la rivière Lise, le roi paysan Don Dinis y a établi résidence et a fait planter la pinède de Leiria. Cette pinède a été offerte à son épouse, la reine sainte. Le château fort. Sa construction a débuté au XIIIe siècle et il a été dignement restauré au XXe siècle sous les suggestions de Ernesto Corrodi. À l'intérieur, la chapelle de Senhora do Desterro, datant de l'époque de Don Juan Ier, style gothique remanié par Don Manuel Ier. De l'étroit balcon ogival du château, on a une vue spectaculaire sur la ville. Des bancs pour la conversation invitent à la contemplation du panorama et les chapiteaux des colonnes sont remplis de motifs floraux stylisés d'une élégante beauté. Bataille. Rappelant la bataille de Aljubarrota, le monastère de Santa Maria a été construit pour commémorer la victoire des Portugais sur les Castillans en 1385. Le portail monumental de l'entrée, ainsi que les détails du couronnement de tout le complexe et le remplissage des ouvertures illuminantes sont d'authentiques dentelles de pierre. La statue équestre de Don Nuno Álvares Pereira, héros de bataille, sculpture de Léopold de Almeida, date du XXe siècle. Sur le portail latéral nord, les armoiries des rois du Portugal, encadrées par de fameux baldaquins à l'intérieur de la niche. Les pinacles flamboyants donnent un élan vertical à l'ensemble architectural. Tomar est une ville auréolée par le mystère des Templiers. Dans le Convento do Cristo, on remarque particulièrement la fenêtre du chapitre, de style manuélin, riche en symboles et en art. Elle est le plus parfait exemple d'un style national par excellence. L'œil de bœuf possède comme encadrement les voiles enflées d'un navire. Au bord de la rivière Nebão, on a créé un jardin, une île d'alluvions. En mémoire de l'irrigation des champs, la roue avec ses godets
et du problème de l'esthétique de la verdure et de la rivière. Fatima, sanctuaire de la Vierge Marie, Fatima est considéré comme l'autel du monde. Il rappelle les apparitions de la Vierge en 1917 à 3 petits bergers. 2 papes se sont déplacés à Fatima, Paul VI et Jean-Paul II. L'accomplissement de promesses par le peuple dévot s'effectue dans l'enceinte du sanctuaire autour de la chapelle des Aparições. Les sacrifices humains tels que faire le chemin à genoux, accompagnés par des personnes de la famille et les flammes des bougies, sont des aspects du phénomène mystique de la foi, de l'amour et de l'espoir. Devant la basilique, un autel pour la célébration communautaire les 13 mai et les 13 octobre date de la première et dernière apparition de la Vierge. Tous les 13 des mois référés, après la bénédiction des malades, a lieu la Procissão do Adeus, de le revoir. L'image de Notre-Dame retourne à la chapelle des Aparições. L'enceinte du sanctuaire est une marée de personnes qui, à l'unisson, chantent le Adeus à la Vierge. Nazaré. Lié à une vision de Dom Fuas Roupinho, premier amiral de l'escadre du Tage, au XIIe siècle, on a construit sur la falaise escarpée une chapelle mémoire en honneur à Notre-Dame pour rappeler le miracle. Séduits, les touristes peuvent acquérir l'artisanat de la région, poupées en costumes régionaux, des bateaux et des objets de manufacture. En bas, sur la plage, les baigneurs profitent des bienfaits de l'eau et du soleil. Un funiculaire mène les visiteurs sur le plateau du site. La typologie portugaise illustre l'expression douce et amusée des femmes de Nazaré. Les travaux de la pêche rassemblent les familles. Hommes, femmes et adolescents tirent sur les filets. Le grappin est de retour sur la plage. Le poisson lutte et saute dans les filets. S'effectue alors la criée. La cloche annonce les enchères. Ora, as pessoas que estiverem interessadas em adquirir o pescado já sabem que têm que dar a sua palavra tradicional chui, que eu repito, chui. Vamos vender, está em 1500, 14, 13, 12, 11 mil escudos, 900, 800, 700, 600, 500 escudos. Chacun achète le lot souhaité. Óbidos. Une muraille entoure l'ensemble des maisons et le château, conquis en 1148 par Dom Afonso Henriques. La porte de la ville, entrée principale avec un balcon étroit et une niche. Les azulejos représentant la Passion du Christ datent du XVIIIe siècle. Le chemin de ronde de la fortification est un souvenir du processus défensif de jadis. Aujourd'hui, c'est un belvédère privilégié. Le château fort a été résidence royale. Il a été converti dans les années 40 en posade. Les maisons des différentes rues et ruelles possèdent un air médiéval, certaines étalant leurs porches. Les barres bleues et jaunes sont des symboles constants. Sur la place principale de la localité se dresse l'église de Sainte-Amélie, de style Renaissance, avec une tour surmontée d'une girouette pyramidale. À l'intérieur, on peut remarquer les tableaux de Joseph de Ayala. Berlengues, rocher escarpé en face de péniche. La mer est survolée par les mouettes. La forteresse de San Jean-Baptiste conserve ses meurtrières dans les murailles de pierre, définies par des linteaux de briques. Le portail possède encore le symbole héraldique du Portugal avec la croix du Christ. Un bateau de plaisance permet un voyage entre grottes et tunnels, un contact avec l'émerveillement offert par la beauté naturelle. Santarém. Ville située au bord du Tage, elle offre, à partir du belvédère des Portas do Sol, une vue panoramique sur la plaine inondée lors des crues. Sur le Tage,
a eu lieu le miracle de Sainte Élie avec la Reine Sainte, d'où la toponymie du nom de la ville, Santa Irène, Saint-Hérin. Les murailles gardent certaines de leurs portes. L'église de Grasse, de style gothico-flamboyant, a appartenu à la congrégation des monges Agostinhos et dans son sein repose celui qui a découvert le Brésil, Pedro Álvares Cabral. Une autre église de style gothique du XIIIe siècle, l'église du convento de Santa Clara. Le marché municipal présente à l'extérieur d'admirables azulejos qui nous racontent en images l'histoire monumentale de la ville, les coutumes, les productions agricoles et maritimes de la région. Sur ce panneau, on peut admirer la grandeur du convento de San Francisco. À Portalegre, ville du Haut-Alentejo entourée d'oliviers. Ainsi commence le chant sur Portalegre de José Reggio, professeur, poète et collectionneur qui a vécu de nombreuses années à Portalegre. La construction de la cathédrale a débuté au XVIe siècle. Le château, fortification médiévale, est disséminé dans la maille urbaine, ne restant que quelques vestiges de certaines de ses tours. Ce château fait partie de la ligne défensive contre l'Espagne. La maison jaune, appuyée à un pan de la muraille, et les encadrements rocailles de certaines fenêtres sont des motifs d'intérêt architectonique. Ville verte, la présence d'un énorme platane est emblématique de par ses proportions. Quelques manoirs héraldiques peuplent la ville. Les balcons de fer forgé, inspirés de l'artisanat espagnol, ennoblissent les façades. Sintra, patrimoine naturel. Sur le site montagneux de Sintra, on trouve le Castelo dos Mouros, muraille au bord d'un précipice respectant la géomorphologie du paysage. Dans la ville, le palais autrefois arabe a été adapté en résidence de repos pour nos rois. Y a vécu la Reine Sainte, et dans la salle des cygnes se sont réunis le roi Don Juan et les infants avant la crise de Ceuta en 1415. Les énormes cheminées de la cuisine ont été préservées. Les fenêtres luso-mauresques prolifèrent sur la façade, et à l'intérieur, la salle des armoiries est célèbre. Les charrettes anglaises offrent la possibilité d'une promenade touristique. La mairie est un édifice du XIXe siècle, rappelant les temps glorieux de Don Manuel. Elle possède la girouette pyramidale sur la tour revêtue d'azulejos, typique du style arabe. Les touristes ne peuvent quitter Lisbonne sans connaître Sintra et sans acheter les souvenirs qui leur feront revivre ces lieux. Cabo da Roca, où finit la terre et commence la mer. Telle est la définition donnée par le poète Camões au Cap de Roca, promontoire qui se prolonge dans la mer. Un phare illumine les mers. Cascais est lieu de repos et de tourisme privilégié. Son urbanisme est riche en résidences ressemblant à des palais, exhibant des raffinements architectoniques et décoratifs. La baie rivalise avec Nice. Normalement remplie de bateaux, elle est un cadre pictural de lumière, où les tons de bleu se définissent en nuances étincelantes de turquoise. Sur la colline, la citadelle entourée de jardins. La plage offre les bienfaits du soleil et de la mer et est un lieu de convivialité. La plage, remplie de baigneurs, s'étend tout le long d'une avenue longeant la côte. Indifférents, les pêcheurs cousent avec leurs navettes les filets sous le soleil.
Certains touristes préfèrent la promenade en charrette anglaise, mais tous se déplacent appréciant la mer et s'arrêtant à Boca do Inferno, la bouche de l'enfer. Visiter et apprécier, c'est le lieu préféré des peintres pour la dureté des roches et la force indomptée de la mer. Dom Carlos, l'avant-dernier roi du Portugal, vers la fin du XIXe siècle, considéré de son temps comme étant un des meilleurs peintres de pastel d'Europe, a peint divers moments de la Boca do Inferno. Estoril est un des centres touristiques les plus renommés des environs de Lisbonne, voire du pays. Les espaces jardinés s'encadrent dans les unités hôtelières, les petits palais et les villas construites sous le romantisme pour la résidence de l'aristocratie et la riche bourgeoisie du XIXe siècle. La toile de fond est normalement une mer calme et les plages toujours peuplées de touristes. Lisbonne. L'histoire de Lisbonne est vaste. Elle a connu les Grecs et les Carthaginois. Les Romains l'ont appelée princesse de leur empire, à cause de sa ressemblance avec Rome, elle aussi posée sur cette colline. Reconquise aux Arabes le 25 octobre 1147 par Dom Afonso Henriques, elle est devenue la capitale du royaume au XIIIe siècle. Le château fort de Saint-Georges, antérieur à la fondation de la nationalité, a été une place militaire privilégiée et une enceinte défensive. De nos jours, c'est un belvédère agréable d'où on peut apprécier presque toute la ville. Rossio, la vieille place de Lisbonne, officiellement appelée en 1836 Praça Dom Pedro IV, possède la statue de ce roi et deux fontaines qui semblent encadrer le théâtre Dona Maria II, fondé sur les ruines du Palácio da Inquisição. Ce théâtre est une construction néoclassique datant de 1846, conçue par le romantique libéral et dramaturge Almeida Garrett, gloire de la littérature portugaise. Dans la rue des Bacalhoeiros, marchand de morues, la Casa dos Bicos, maison des Pointes, connue aussi comme maison des Diamants, date de 1523 et a été construite sous les ordres de Brás de Albuquerque. La cathédrale, construction du XIIe siècle sur l'emplacement où il y avait autrefois un temple wisigoth. De style roman tardif et gothique, elle présente une façade avec deux clochers. Praça do Comércio, bâtie après le tremblement de terre de 1755 par le marquis de Pombal. Aménagement géométrique de dynamique européenne. L'arc de la Rua Augusta n'a pas obéi au plan de Pombal, ministre de Dom José. La statue équestre du roi Dom José, inaugurée en 1775, a centralisé la place. C'est une œuvre délicate du sculpteur portugais Machado de Castro. Pour vaincre le dénivellement de deux collines, on a construit l'ascenseur de Sainte-Juste, œuvre métallique qui, à l'étage supérieur, possède un restaurant. Il débouche sur le Largo do Carmo, où les rues du Convento Carmelita, datant de la fin du XIVe siècle, attestent la présence de Dom Nuno Álvares Pereira. Pas loin de là, à 2 pas du Chiado, la place Luís de Camões, avec le monument érigé en 1880 au poète épique Luís Vaz de Camões. Sur le socle de la statue sont représentés les chroniqueurs et les poètes qui l'ont précédé. Le funiculaire de Glória triomphe de la hauteur entre São Pedro de Alcântara et les Restauradores où commence la Avenida da Liberdade, arborisée, peuplée de statues et de lacs.
Une de ces statues représente le Tage dans la symbolique mythologique du roi fleuve. Le cinéma Tivoli se situe au milieu de l'avenue. Il date des années 30 de notre siècle. Diamétralement opposé, le monument aux victimes de la Grande Guerre, œuvre du sculpteur Maximiliano Alves. Avenida da Liberdade, construite au XIXe siècle en avenue du Passeio Público, promenade publique, est un lieu où l'on trouve des édifices romantiques que le progrès n'a pas toujours su conserver. Entre autres, une maison avec une façade décorative subsiste comme symbole d'une époque. Couronnant cette avenue, la statue du marquis de Pombal, à qui on doit la première reformulation urbaine de la ville dans le modernisme comparatif avec les villes les plus développées d'Europe. Sur la place Sardagne, la statue du héros reçoit un hommage constant d'une victoire qui lui supporte l'épée. Le Campo Pequeno nous offre la Praça de Touros, arène de style luso-mauresque. L'architecture de briques entoure le centre à ciel ouvert. Y prédominent les arcs en forme de fer à cheval et les toits en forme de bulbe. Près de là, la guerre d'indépendance est rappelée en un monument. Des sculptures de pierre entourent le socle de la statue avec des allusions thématiques, couronnées par le bronze de l'image de l'indépendance. Le Campo Grande est un jardin et un centre d'attraction à cause de ses lacs, où on peut se promener dans des petits bateaux. Des palmiers et des arbustes dominent l'ambiance. Il domine toute la ville. L'aqueduc des Águas Livres, des eaux libres, œuvre du XVIIIe siècle de Don Juan V pour ravitailler la ville de Lisbonne. Le grand arc, plus haut et plus large, a permis un agréable tracé routier entre le pont 25 avril et la Praça de Espanha. Dans la partie la plus occidentale de Lisbonne, baignée par le Tage, le bastion de São Vicente, plus connu comme Torre de Belém. Précieuse architecture de style manuélin, construite au début du XVIe siècle, elle défendait l'entrée du port, la barre du Tage. Près de la Torre de Belém, le monument aux héros des pays d'outre-mer, inauguré en 1993. Sur l'avenue longeant le Tage, le Pedrão dos Descobrimentos, monument érigé en 1960, synthèse de notre épopée des découvertes, dont la principale figure occupe la proue d'un navire suggestif, l'Infant Dom Henrique. Diamétralement opposé, le monastère des Géronimos, construit sous l'ordre de Don Manuel Ier, pour rappeler l'épopée des découvertes maritimes et des fastes de l'époque. Nous avons été les annonciateurs d'un monde nouveau. La porte du Sud est un hommage à Notre-Dame, mère de l'évangélisation. Généreusement dotée d'énormes fenêtres dont les meneaux sont de la dentelle de pierre, surmontée d'ornements décoratifs. Lisbonne fête un de ses saints patrons avec pompe et circonstance. Saint-Antoine, le plus saint des Portugais. Les rues ont été décorées de festons et de guirlandes de papier. Lisbonne prend un air de fête dans ses quartiers typiques. Les marches populaires sont une manifestation de tous les quartiers de la ville. Elles défilent sur l'avenue de Liberdade. Les défilés qui répondent le mieux à la problématique et plaisent le plus reçoivent un prix. Observons la marche du Castelo, du château. Vifs et joyeux, les marcheurs portent des arcs fleuris et illuminés.
Palmela. Définitivement conquise par Dom Afonso Henriques en 1165, Palmela a été le siège de l'ordre militaire de Saint-Jacques. Le château fort converti en posada permet encore de dévoiler les différentes époques de sa construction. La muraille extérieure date du XVIIe siècle et l'ancienne tour du XIIIe. Le tremblement de terre de 1775 a endommagé l'ensemble, qui a été abandonné par les moines en 1834 suite à un décret de loi. La promenade entre les murailles et les tours, l'entrée de l'église, les autels maniéristes de l'énorme église sont des indices de la grandeur et de la perfection constructive. On découvre le paysage de Setúbal avec la rivière Sado et de Lisbonne avec le Tage. Setúbal est la ville de l'estuaire du Sado. Pour défendre la forteresse de Saint-Philippe de Néri, offrant une vue panoramique sur la ville, le Sado et le port de pêche où reposent les bateaux. L'église la plus visitée est celle du Convento de Jesus. Exécutée en pierre traditionnelle de la région, la brèche de Rábida, son portique et ses grandes fenêtres illuminantes sont des pièces précieuses de l'art manuélin. Le couronnement de tout l'édifice ainsi que la tour suivent les règles de ce style. Sur la plus noble place de la ville, la statue d'un de ses illustres enfants, Bocage, XVIIIe siècle. Ces sonnets rivalisent avec ceux de Camões, étant toutefois supérieurs en ironie et en satire. Elvas. En Alentejo, presque à la frontière, à 2 pas de Badajoz, la ville de Elvas. L'aqueduc de Amoreira, construit d'après le projet de Francisco Arruda, a été commencé à la fin du XVe siècle. Initialement, la ville était entourée par une muraille. Elle conserve encore ses portes qui servent le réseau routier. À part la muraille, elle exhibe un château fort construit au XIIIe siècle et réaménagé au XIVe, XVe et XVIe siècle. Le pilori, situé sur la place de Santa Maria, est une œuvre d'art manueline encadrée par l'arcade de la muraille, surmontée par une loggia luso-mauresque, l'arc de Alcáçovas. Sur la principale place de la ville, la Praça da República, on aperçoit une autre porte de la muraille. La cathédrale domine cette place, construction manueline due à l'architecte Francisco Arruda. Cheminées typiques et tours-lanternes des temples dépassent et se réverbèrent dans la chaux sous le ciel bleu. Capitale de l'Alentejo, Évora a conservé une partie considérable des murailles qui l'entouraient. C'est une ville-musée reconnue comme patrimoine mondial. Des restes de fortifications partagent l'urbanisme de la ville. D'origine pré-romaine, elle a fleuri sous l'Empire romain. Elle a été conquise aux morts en 1165 par Dom Afonso Henriques. La Praça do Geraldo sert d'esplanade et de centre de convivialité. Au fond, il y a l'église de Saint-Ouen consacrée au XVIe siècle. La cathédrale présente un aspect de fortification caractéristique du style roman. La façade possède 2 tours flanquant le narthex, avec un portail sur lequel excelle un apostolat de rare beauté. La fenêtre illuminante ainsi que le portail datent du début du XIVe siècle. En contrepoint du monument chrétien par excellence, le temple romain, construit au IIIe siècle après Jésus-Christ. Il est dédié, d'après la tradition, à la déesse Diane. Il conserve le podium et les colonnes du péristyle, de style corinthien, avec des fûts de granit, des bases et des chapiteaux de marbre.
L'église de San Francisco, construite sous les ordres de Don Juan II vers 1480, est un monument de visite obligatoire, étant donné qu'à l'intérieur se trouve la renommée Capela dos Ossos. La tour lanterne de la cathédrale domine la ville. La fontaine publique du Largo das Portas de Moura date du XVIe siècle. La célèbre fenêtre de style manuélin est très appréciée. Elle est située dans la résidence du chroniqueur Garcia de Rezende, ami personnel du roi Don Juan II. L'artisanat de l'Alentejo fait la joie du touriste, poterie, cuivre et bois peint. Beja. Capitale du Bas-Alentejo, Beja est la ville de la reine Dona Leonor, la fondatrice des Miséricordes. Dona Leonor est née dans le palais lié au couvent de Conceição, fondé par ses parents. De style gothique flamboyant et manuélin, il a appartenu aux sœurs Clarisse. Dans ses murs a vécu Mariana Alcoforado, auteure des lettres amoureuses connues dans le monde entier. L'église de Santa Maria, adaptée d'une ancienne mosquée, marque la présence du gothique de l'Alentejo avec ses flèches chaulées. Le clocher doublé de la tour de l'horloge rappelle la construction de l'église. Le château fort est une des plus belles architectures militaires du pays, conquis aux morts par Dom Afonso Henriques avec l'aide du Lidador, le guerrier. Dans la muraille, on observe l'arc d'une porte romaine, la porte de Évora. À l'extérieur, le donjon avec ses petits balcons supportés par des consoles. Près du château, la cathédrale, église reconstruite dans le style fin Renaissance. Dans le jardin public, la statue de Gonçalves Mendes Maia, le guerrier chrétien qui s'est le plus distingué lors de l'occupation chrétienne de Beja. Il est mort lors de la prise de la ville. Le panneau de azulejos rappelle ce fait. À la sortie de Beja, la chapelle de Saint-André, reconstruite au XVe siècle dans le plus pur style gothique de la région de l'Alentejo. Castro Meri. Premier siège de l'ordre militaire du Christ, il a reçu les Templiers qui ont construit le château au XIIIe siècle, réaménageant les murailles existantes. Au loin, le pont de la rivière Guadienne et le marécage où la verdure définit une zone protégée de plantes et d'oiseaux. Le peuplement sur la montagne est dispersé. Dans la partie marécageuse dominent les marais salants. À l'intérieur du château, certains vestiges nous parlent d'une époque de grandeur déjà révolue. Villa Real de Santo Antonio. Au bord de l'estuaire du Guadienne, surgit au XVIIIe siècle, de la volonté écrite du marquis de Pombal, une ville conçue et préalablement planifiée. Zone de pêche, les conserveries y ont été importantes au XIXe siècle. Une cheminée atteste l'industrie de conservation. La place principale, planifiée par le marquis de Pombal, est limitée par le centre religieux, les maisons de l'administration publique et par la mairie. Au centre, l'obélisque, symbole du pouvoir, il définit la force du système politique de son époque, le despotisme illuminé. Tavira. Le Gilan parcourt le centre de la ville. Un pont romain marque la noblesse de l'ancienne ville. Les bateaux se reposent des travaux de la pêche. Parmi les temples chrétiens de Tavira, on remarque l'église de Santa Maria do Castelo. Reformulée après le tremblement de terre de 1755 par ordre de l'évêque Dom Francisco Gomes de Avelar, le blanc de la chaux donne leur dimension au volume de l'architecture. À l'intérieur reposent les restes mortuaires du conquérant, Dom Paio Pérez Correia, maître de l'ordre de Saint-Jacques. Le touriste visite le château et l'église de Santa Maria, qui conserve sa tour altière avec une horloge. Les jacarandas fleurissent.
Leurs belles couleurs, mélangées à d'autres fleurs, encadrent les maisons sur lesquelles ne manquent pas les cheminées, qui prolifèrent comme des miniatures architectoniques sur les toits. Uniformisées, elles se multiplient en souvenir des cheminées artisanales d'autrefois. Faro. Les docks de la ville ont été transformés en marina. Près du jardin Manuel Bivard, une partie de la muraille, les maisons du gouvernement civil, le temple de la miséricorde et les arcades de l'hôpital. La cathédrale est située sur un plateau. Construite au XIIIe siècle avec des agrandissements postérieurs, est une architecture de pierre et de maçonnerie. Le narthex, protégé par des portails de fer, préserve le portique ogival de l'entrée. L'abside, avec des fenêtres gothiques qui sont visibles de l'extérieur. Une des portes de la muraille de la ville a été embellie vers la fin du XVIIIe siècle par l'évêque Dom Francisco Gomes de Avelar avec architecture et sculpture italienne de Francisco Xavier Fabri. Istoy. À 9 km de Faro, près de la ville de Istoy, se trouve le site archéologique romain de Milreo. Les premières excavations datent de 1887. En 1966, on a découvert des bustes d'Adrien et de Agrippine qui sont actuellement exposés dans le musée de Faro. L'archéologue Estácio de Veiga a pensé qu'il s'agissait de la ville de Ossonoba, mais le consensus historique admet qu'il s'agit d'une villa romaine du 1er siècle après Jésus-Christ, avec chapelle, habitation, maison de labeur, un temple, monument funéraire et des bains. Y prédominent les mosaïques romaines, où on remarque les motifs maritimes. Lolé. Un des illustres enfants de Lolé est Duarte Pacheco, ingénieur et ministre des Travaux publics du gouvernement de l'État nouveau. Une colonne cassée, symbole d'une existence interrompue en pleine vie en 1943, est un document monumental de ses actes. L'intérieur du château est un lieu avenant où les constructions offusquent la muraille. Une tour altière précise la grandeur du lieu. Près du café Calcigne, la statue de bronze du poète Antonio Aleixo. Les fêtes les plus animées de Lolé ont lieu pendant le carnaval. Les chars allégoriques sont des satires de la vie sociale et politique, représentant quelques politiciens. On jette des fleurs, des confettis, des serpentins et des sacs de sueur. Les touristes filment, c'est la bataille des fleurs. Quem não chora não mama, segura-me bem que acho Villamoura. Prédestiné pour le tourisme, tout l'Algarve est un constant potentiel d'attraction cosmopolite. Villamoura en est un exemple paradigmatique. La marina concentre pendant toute l'année des bateaux de plaisance des nationalités les plus diverses. Le Marina Hotel, adjacent à la marina, est une spectaculaire unité hôtelière. Son architecture est en harmonie avec l'environnement. À l'intérieur, on peut admirer des œuvres d'art portugaises dont sont exemples principaux Vieira da Silva et João Coutilheiro. Albufeira. Ville de pêcheurs conquise par les Portugais vers le milieu du XIIIe siècle. Sur la plage, bateaux et touristes se reposent. La douceur du climat, la limpidité et le calme des eaux donnent à la localité des ressources incommensurables pour le tourisme.
Sur les falaises, les constructions chaulées et décorées de fleurs donnent une touche joyeuse à son urbanisme. La plage et l'eau de mer offrent une satisfaction permanente, une thérapie et une liberté du corps. Silves est le lieu où la culture arabe a été la plus marquante. Dans une des entrées de la ville, la croix du Portugal, une grande croix du XVIe siècle en calcaire dont la base a été retouchée au XIXe siècle. Le château fort est en pierre rouge de la région. À l'intérieur, on trouve la statue du roi Dom Sancho Ier qui l'a conquis en 1189. On effectue des excavations dans le sol et le sous-sol dans l'espoir de retrouver une ville et surtout le palais des Wallis. Dans ce palais a vécu Gilda, une princesse nordique mariée à Vali. La légende dit qu'elle est tombée malade à cause de sa nostalgie de la neige de son pays. Le prince arabe a alors fait planter autour du château des amandiers qui, en pleine floraison, rappelaient à la princesse la neige tant désirée. Fleurs blanches et rosées, fragiles de beauté diaphane, elles dominent encore aujourd'hui les champs de l'Algarve en janvier et en février. Portimão, la Praia de Roche, connue dans tous les milieux touristiques. De sable très fin et de roches d'argile dorée compacte, elle attire des milliers de touristes désireux d'eau chaude et de soleil ardent. Le fort de Sainte-Catherine, construit pour défendre la barre, a été converti en belvédère, en terrasse pour le repos et pour la vue panoramique sur l'océan. Lagos, situé près de la plus belle baie d'Europe, au dire du peintre Falcão Trigoso, ces plages de roches dorées forment ce qu'on a appelé la Costa do Ouro, la côte d'or, et sont appréciées par les habitants de la région et par les touristes. Pour défendre la baie, on a construit au XVIIe siècle le fort Ponta da Bandeira, dont l'entrée garde encore son pont-levis. La ville, défendue par des murailles, a été le centre de navigateurs. À leur tête, l'infant Dom Henrique, représenté en statue de bronze, œuvre du maître Leopoldo de Almeida, au moment de la célébration du 5e centenaire de la mort de l'infant en 1960. Une des portes de la muraille, la porte de la mer, est remarquable vu que, près d'elle, est né São Gonçalves de Lagos. La marina est la plus récente de toutes celles de l'Algarve. Sagres, lieu mythique depuis les temps ancestraux. Ce qu'on a appelé Rosa dos Ventos, rose des vents, indûment conservé, est un cercle énorme avec des rayons en pierre. Est-ce une horloge solaire, une rose des vents ou encore un sanctuaire mythologique? Un monument commémore le 5e centenaire de la mort de l'infant Dom Henrique, le prince navigateur. La muraille reformulée présente le tracé de l'époque de Dona Maria II. Près de Sagres, sur la côte vincentine, le cap de San Vicente. Du XVIe siècle à 1173, le couvent, aujourd'hui occupé par un phare, a gardé les restes mortuaires de Vicente, le martyr saint, d'où la toponymie du lieu, la côte vincentine. Le phare date du XVIe siècle, construit sous les ordres de Dom Fernando de Coutinho, évêque de l'Algarve. Les touristes sont attirés par ces lieux sacrés, par les dieux de l'Antiquité, par le martyr saint Vincent et par l'infant Henri le navigateur. La mer est insolite, incommensurable et les falaises abruptes.